j'invite Rachid Lemrini, qui est donc expert en pharmacie industrielle et en répartition. Il va en une vingtaine de minutes, peut-être il m'a promis de le faire en 17, nous faire le tour d'horizon des contraintes, du vécu au niveau de l'industrie, de ce qu'il constate, et je sais qu'il ne pratique pas la langue de bois et qu'il va nous répondre avec beaucoup de transparence et de franchise, et les recommandations, selon lui, pour essayer de solutionner, aller de l'avant et surmonter donc ce problème qui est un problème lourd pour la santé et pour la profession. À toi, Rachid, la parole. Merci, Najia. C'est un immense plaisir de se retrouver ici aujourd'hui pour pouvoir partager avec mes consoeurs et mes confrères la problématique des ruptures de stock que je vis personnellement en tant qu'industriel. Et vous savez combien beaucoup de choses se passent au niveau de l'industrie quand il y a des ruptures. Je dirais, pour ne pas dire l'essentiel des causes ou des sujets. Alors, on ne m'a pas encore formé sur comment avancer. Si, c'est facile. Alors, donc, le plan que j'ai choisi pour traiter cette thématique, c'est d'abord de faire une introduction sur le sujet, un peu comme je la sens à titre personnel par rapport à mon expérience. Après, il est important, particulièrement pour les officinaux, de comprendre un peu les causes des ruptures, les causes au sens large. Vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent générer une rupture. Et puis, on va voir un peu la rupture, qu'est-ce qu'elle génère comme risque ou comme dégâts collatéraux, comme conséquences, comme tout ce qu'on veut, sur plusieurs aspects. Je parlerai après du rôle du pharmacien responsable par rapport aux ruptures d'approvisionnement. Vous savez combien, les gens qui me connaissent, le sujet de la responsabilité pharmaceutique m'est très cher. Et il est important, on va voir pourquoi, parce que c'est vrai que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de penser à tout moment avoir le souci du patient. Et donc, quand on est dans l'industrie, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, parce que c'est compliqué pour plusieurs raisons, et on essaiera de parler de ça aussi. Après, un industriel, il opère dans un cadre réglementaire. Donc, c'est clair qu'il y a des référentiels, il y a des normes, il y a des règles, il y a une réglementation. Je vais en parler un petit peu par rapport au cadre réglementaire marocain. Je vais faire une petite analyse, l'expliquer à ceux qui ne le connaissent pas dans le détail et à proposer un peu quelques axes d'amélioration parce qu'il n'est pas parfait. Et à la fin, comme je veux dire forcément, il ne faut pas faire que constater, expliquer pourquoi il y a rupture, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il y a problème. Il faut bien proposer des solutions. C'est le propre de tout le monde, mais encore plus d'un industriel, je dirais. Donc, on terminera par quelques recommandations. Donc, si on veut parler de la rupture, quelque part, une rupture d'approvisionnement, c'est une problématique polymorphe. Il y a une diversité d'origines. Et puis, il y a des solutions plurielles, ça veut dire qu'on peut agir à plusieurs niveaux. Et vous allez voir que finalement, je veux dire, on peut anticiper, on peut prévenir, on peut communiquer suffisamment à temps, on peut trouver des solutions alternatives, on peut trouver des fournisseurs alternatifs. Il y a toujours des solutions. Ce n'est pas pour aller vers zéro rupture, mais pour réduire largement l'incidence des ruptures. Il y en aura toujours des ruptures. Alors, en introduction, je dirais seulement que les ruptures d'approvisionnement sont de nature variée et qu'elles peuvent être aussi bien partielles lorsqu'elles touchent un distributeur ou un fabricant. Ça se passe sur un produit et donc il y a une rupture partielle s'il y a des génériques, ça concerne un produit. Elles peuvent être totales lorsque le médicament n'est plus disponible sur le marché. Elles peuvent être sans conséquence si elles touchent un produit substituable ou un médicament de confort. Par contre, elles peuvent être très graves et générer un véritable problème de santé publique quand elles concernent un médicament vital ou un médicament essentiel. Alors, juste pour dire qu'au Maroc, la notion de rupture, de stock, elle n'est pas définie dans les textes réglementaires. On parle seulement du stock de sécurité, mais on ne définit pas qu'est-ce que c'est que la rupture. Alors que la finalité, ce n'est pas d'avoir un stock de sécurité, la finalité, c'est de ne pas être en rupture.
quelque part je dirais presque personnellement, même si vous n'avez pas le stock de sécurité et vous gérez très bien en flux tendu vos produits, vos appros, vos livraisons, vos forecasts, vous vous adaptez à la saisonnalité et vous n'êtes jamais en rupture, je m'en fous que vous ayez ou pas 3 mois de stock de sécurité. Mais si vous l'avez et il est en quarantaine ou il y a problème, vous n'arrivez pas à livrer à temps et vous n'avez pas une traçabilité et vous ne livrez pas tous les territoires, ben vous serez en rupture alors que vous avez un stock de sécurité. Donc un stock de sécurité n'est pas une fin en soi. Juste en France, on parle de rupture quand un pharmacien, en 72 heures, il n'arrive pas à avoir le produit. Il passe commande à son grossiste. Le grossiste lui dit « je vais passer commande au fabricant » et en 72 heures, le produit n'est toujours pas rentré chez le grossiste, donc chez l'officinal. Et en Belgique, on donne 4 jours au fournisseur pour pouvoir acheminer un produit et le mettre à disposition. Pour aller dans les causes. Alors les causes d'une rupture, elles peuvent être réglementaires. Qu'est-ce que c'est que réglementaire? Vous savez que nous sommes dans un domaine qui évolue, la science évolue, les techniques évoluent, les procédés de fabrication évoluent, les exigences réglementaires évoluent, et vous pouvez vous retrouver avec des spécifications nouvelles, des exigences nouvelles qui font que le produit existant jusque-là, par rapport aux connaissances qu'on avait jusque-là, eh ben, elles sont remises en cause. La dernière en date, le dernier guideline des ICH qu'on appelle Q3D, qui exige de contrôler les impuretés élémentaires, c'est-à-dire les métaux, dans tous les excipients, toutes les matières premières, a fait que pas mal de produits ont vu leur mention légale évoluer, ont vu quelques produits contre-indiqués à moins de 2 ans, et auquel cas vous devez arrêter de distribuer et reprendre des fabrications nouvelles avec des articles de conditionnement nouveaux, et ça peut générer une rupture, mais dans l'intérêt est protéger le patient. Il y a ce qu'on appelle des transferts de production sur des nouveaux sites, parce qu'un site lambda qui a fabriqué ce produit pendant 40 ans commence à devenir un peu, suite à une inspection, on lui a fait une mise en demeure, il faut qu'il se rénove, il faut qu'il investisse, le temps qu'il fasse tout ça, on transfère sur un autre site. Pour transférer sur un autre site, c'est pas comme ça en claquant les doigts qu'on va fabriquer de nouveaux lots. Il faut faire de nouveaux lots, des lots de validation, valider le procédé, mettre en stabilité, tout ça c'est des délais. L'objectif n'étant pas d'être en rupture, l'objectif étant de s'assurer que vraiment le produit fabriqué sur un deuxième site garantit la qualité, la sécurité et l'efficacité que garantissait le produit qui était sur l'autre site. Et tout ça, c'est des délais pour protéger les patients. Des fois, la rupture n'est pas... vous imaginez bien, dans tous les cas, qu'un industriel n'est pas en rupture par plaisir. Je veux dire... Donc déjà, on coupe court à la responsabilité en soi de l'industriel pour dire la rupture, l'industriel et tout ça. Non, au contraire. Et je dirais presque, heureusement que l'industriel est là pour fabriquer des médicaments pour qu'on puisse guérir des patients. Comme ça, on rééquilibre un peu les choses. Mais vous allez voir qu'après, je vais être un peu dur aussi avec l'industriel. Mais c'est pas grave. Sur le plan économique aussi, on peut générer une rupture. C'est vrai qu'il y a... on arrête des fois, un industriel, un groupe international ou pas international ou national peut arrêter une production pour des raisons de rentabilité. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses de la vie. Une entreprise pharmaceutique est aussi là pour payer ses salariés, gagner de l'argent, et là des actionnaires. Donc on peut avoir des arrêts et des ruptures liées à ce problème. On peut aussi, en Europe, il arrive particulièrement en France, c'est qu'il y ait des activités vers l'export des laboratoires choisissent d'exporter dans un autre pays plutôt que de livrer par exemple sur le marché français parce que le prix en France est plus bas que le prix, je ne sais pas, en Allemagne ou en Angleterre. Et donc à ce moment-là, c'est des quantités importantes qui, quelque part, dévalisent un peu le stock sur le marché français et ça peut générer des ruptures. Ça peut être pour des raisons logistiques et de distribution. On peut avoir des ruptures de stock parce que le médicament est en rupture chez le laboratoire partenaire, le laboratoire commettant. Il est en rupture, donc forcément, on ne peut plus importer. On peut avoir un retard au niveau de la réception, des dédouanements, des matières premières. On peut avoir rien qu'une grève au niveau des transitaires ou au niveau à un niveau donné de la supply chain, et ça générera des retards et donc des ruptures possibles. On peut avoir aussi des ruptures liées parfois à un approvisionnement simultané des marchés publics et privés. J'ai un appel d'offres, il y a un cahier de charges, on me demande de livrer dans les 6 mois, et j'ai un stock, je lance la machine, des fois c'est des quantités importantes, et je me retrouve peut-être à prioriser le marché public parce que je vais avoir des pénalités, et après je me retrouve avec un stock limité
par rapport au marché privé. Tout ça, c'est des équilibres, c'est des gestions logistiques qui ne marchent pas toujours, c'est pas toujours noir ou blanc, des fois c'est compliqué à gérer. Et puis, on peut avoir des ventes qui sont largement supérieures aux prévisions. Vous savez qu'un industriel, il fabrique avec des prévisions. Il se projette, mais il peut un jour, par exemple, rien que parce qu'il peut y avoir un produit concurrent en rupture, vous allez vendre 2 fois, 3 fois plus que ce que vous vendez d'habitude et vous allez tout de suite baisser votre stock de sécurité, être vous-même à votre tour en rupture. On peut être en rupture pour des raisons de production, des raisons qualité. Si on fabrique un lot, il peut arriver qu'il soit non conforme, on ne va pas le libérer. Forcément, on le met en destruction, on fait une investigation. On ne va pas relancer un nouveau lot alors qu'on n'a pas encore compris qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une contamination? Et auquel cas, pendant ce temps, on ne libère pas. Et même si on fabrique, on met en stabilité, donc on peut être en rupture. Et puis, on peut être en rupture parce qu'il y a une pénurie de matières premières. C'est des choses qui arrivent. Qu'un fournisseur, il ferme ou il arrête son activité, et auquel cas, le temps de trouver un nouveau fournisseur, on est en rupture. Maintenant, si on peut aller rapidement vers les risques, une rupture génère un risque médical. Quand on n'a pas le produit, il y a la perturbation, voire l'arrêt temporaire ou définitif des traitements. On a du coup une progression de la maladie par absence de traitement. Il peut y avoir l'apparition de maladies opportunistes parce qu'on n'a pas, pour certains antibiotiques par exemple, on peut avoir un développement de résistance et de nouvelles maladies qui apparaissent. Et puis on peut avoir, si tout ça s'installe en même temps, une atteinte à la confiance du patient et à son adhésion au traitement. Le risque est également économique et social, augmentation des coûts de santé, prolongation des traitements, et puis également hospitalisation, si jamais on n'a pas un traitement, le malade, il rechute parce qu'il était pris en charge pour son hépatite, il ne trouve pas le produit, il arrête le produit, ma foi, il va rechuter, il va être réhospitalisé et rebelote. Et puis, le coût économique aussi est lié au fait que des fois, c'est des produits, comme ça a été expliqué tout à l'heure, qui sont très efficaces, mais qui ont 40-50 ans et qui ne sont pas chers du tout. Et quand vous allez ne plus avoir ce produit, vous passez à des alternatives qui sont généralement beaucoup plus chères, et c'est un surcoût qui peut des fois être la conséquence d'une rupture. Et puis, il y a le risque logistique qui fait que nous avons un besoin d'achat en urgence et ça désorganise la chaîne d'approvisionnement en revoyant les priorités au niveau logistique et en générant peut-être d'autres ruptures sur d'autres produits qui allaient être fabriqués dans un rythme normal. Le risque réglementaire, c'est le besoin, quand vous êtes en rupture ou en arrêt, d'enregistrer de façon accélérée des produits équivalents pour essayer d'apporter des solutions et des alternatives. Vous avez aussi, sur le plan réglementaire, le risque de développement du marché parallèle et de contrebande. Nous, par exemple, on a des fois, quand on a des ruptures, les gens, surtout dans les provinces du Nord, avec la frontière, avec les enclaves espagnoles, Ceuta, Melilla, les gens partent chercher leurs médicaments de l'autre côté, et du coup, après, ils vont consommer ces produits-là, et ces produits-là, après, si jamais il y a un rappel de l'eau en France, ils ne font plus partie de la traçabilité, c'est-à-dire ces gens-là continueront à prendre ces traitements, ils n'auront pas l'information qu'il faut les rendre. Donc vous voyez, et on joue aussi sur un peu la sécurité du patient. Il y a un risque éthique, des fois, il peut vous arriver d'être en rupture sur des médicaments de santé publique majeurs, vous avez une toute petite quantité, très insuffisante en nombre de malades, vous devez faire des choix. Où est la priorité? Donc vous pouvez continuer en général à traiter les patients qui ont déjà le traitement. Vous ne recrutez pas de nouveaux patients pour ne pas créer encore plus de ruptures. Et ça, sur le plan éthique, ça mérite un débat. Le pharmacien responsable et les ruptures d'approvisionnement. Vous savez qu'au niveau de l'industrie, la loi 1704, elle a défini les responsabilités. Merci Nadia. Elle prend soin de moi. Donc, parce que je lui ai dit que je ferais 17 minutes au lieu de 20. Elle s'était dit 3 minutes, c'est important en plus. Ça, c'est la minute temps d'arrêt. Vous savez, l'arbitre, à la fin, il la rajoute. Voilà. Alors, donc je parlais du pharmacien responsable, de la loi 1704 qui régit le secteur et qui effectivement a fait en sorte que l'approvisionnement normal et régulier du marché constitue une prérogative majeure du pharmacien responsable.
il est clair que la spécificité de l'entreprise pharmaceutique, c'est versus toute autre entreprise, c'est qu'on n'a pas affaire à des clients, on a affaire à des malades. On a affaire à des malades, on a affaire à de la souffrance, et donc il y a beaucoup de cadres réglementaires, il y a beaucoup d'éthique, beaucoup de déontologie, et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Même si vous avez des actionnaires derrière, même si vous devez gagner beaucoup d'argent, même si vous devez répondre à des enjeux économiques, business. Alors, la bonne gouvernance des établissements pharmaceutiques exige un équilibre et un compromis entre l'autorité pharmaceutique au sein de cet établissement et l'autorité liée au poids des opérations commerciales, ou pour dire l'autorité du business. Je pose là un sujet très important, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile cet équilibre à l'échelle mondiale, pas seulement au niveau du Maroc, mais je parle du Maroc. Si je dis aujourd'hui on a une centaine d'établissements pharmaceutiques, c'est-à-dire une cinquantaine à peu près, plus ou moins, d'industries et une cinquantaine de grossistes, le fait que cet équilibre, ce compromis ne marche pas toujours, ça peut être à l'origine de certaines ruptures. J'expliquerai tout à l'heure dans le débat pour ne pas dépasser sur le temps, si on me pose la question. Et donc, pour accomplir sa mission, le pharmacien responsable doit avoir toute l'autorité et l'indépendance nécessaires en tant que garant de l'intérêt général et de celui du patient. C'est-à-dire, le pharmacien responsable est un peu entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire, il appartient à une boîte avec laquelle il gagne sa vie, qui le paye, qui le rémunère, qui peut lui donner un bonus. Mais en même temps, son souci majeur, c'est l'intérêt général, c'est le patient, c'est le malade, c'est l'approvisionnement, c'est la qualité, c'est la sécurité, c'est l'efficacité. Et tout ça, c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver, mais qui est négociable et challengeable. Le pharmacien responsable par rapport aux ruptures, on peut dire que les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur doivent toujours rester disponibles aux patients, c'est-à-dire le pharmacien responsable doit tout faire, doit se battre au sein de son entreprise pour toujours avoir un stock de sécurité de ces médicaments-là. Pour cela, il doit mettre en place une procédure de gestion contingentée en cas de pénurie ou de tension d'approvisionnement. Il doit informer le ministère de la Santé de façon préventive dès qu'une alerte avec risque de rupture est confirmée, parce qu'on est informé bien à l'avance, je veux dire, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on apprend « Oula, on vient de me dire qu'on a zéro stock sur tel produit majeur de santé publique ». Non, je vois arriver la pénurie, mon partenaire m'annonce que pour la commande de juillet 2020, on aura quelques soucis, au lieu de vous donner 100 000, on va vous donner 80 000. Voilà, donc, et tout ça se gère, se prépare, s'anticipe. On ne fait pas des choses comme ça et on ne dit rien jusqu'au jour J pour expliquer qu'on n'a pas le produit parce qu'on n'arrive pas à l'importer. Voilà, par rapport à cette slide. Après, j'avais dit que je parlerais de la réglementation pharmaceutique. Dans la loi 1704, on définit le stock de sécurité à l'article 84 et après, on a eu l'arrêté du 12 juin 2002 qui l'a défini. En même temps, on parle de ce sujet de rupture au niveau de l'article 15 qui prévoit que l'administration peut suspendre ou retirer une AMM à un laboratoire qui a été en rupture de façon continue pendant plus de 6 mois. C'est-à-dire l'administration reconnaît qu'on peut être en rupture et que c'est la vie normale d'un produit, que ce sont des choses qui arrivent. Mais si on dépasse les 6 mois, la loi autorise à l'administration de retirer l'AMM. Bien sûr, pendant ce temps, l'administration cherche des solutions alternatives. Alors là, je ne sais pas combien il me reste de temps, Najir. 3. Donc là, vous n'aurez pas la chance de regarder, enfin, de ce que je vous présente, l'article 1, l'article 2, mais ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est que dans l'arrêté, il y a des choses à revoir. Par exemple, à définir la notion de rupture, à définir la notion de médicaments vitaux. Cet article a le défaut de parler d'un stock de sécurité de 3 mois figé, c'est-à-dire selon l'article, il ne faut pas toucher les 3 mois sans l'accord de l'administration, ce qui n'est pas du tout viable économiquement. Et pire encore, de toutes les références, c'est-à-dire vous avez de la carbocystéine, de la vitamine, tout ça,
selon la loi actuelle, selon l'arrêté, vous devez constituer un stock de sécurité de la même manière que si vous avez des produits qui sauvent des vies, que si vous avez de l'adrénaline, ou si vous avez d'un produit de psychiatrie, ou d'épilepsie, ou de cardio, ou d'anesthésie. Donc ça, c'est une aberration. On peut dire que là, c'est quelque chose à améliorer. Et puis, il est important, parce qu'on parle depuis quelque temps de l'amendement de ce fameux arrêté qui est pas très bien, qui n'est pas du tout adapté à la réalité. Si on part dans cet amendement, il est clair qu'à l'avenir, il va falloir exiger du laboratoire qu'il donne la date de rupture ainsi que la date de remise à disposition bien à l'avance, parce que le laboratoire, il voit son stock s'écrouler, donc il sait qu'il va être en rupture, par exemple, à partir de fin mars, donc il l'annonce à l'administration. Et il sait que par rapport à ses prévisions et à son importation avec son partenaire et à ses productions, il ne pourra remettre le produit, par exemple, que mi-juillet. Tout ça, il doit l'annoncer à l'avance pour que l'ensemble de l'information soit disponible, pour que tout le monde puisse prendre ses dispositions. Tout le monde, ça veut dire les autorités, les professionnels de santé, la chaîne de distribution, l'industriel, le grossiste, l'officinal, l'hospitalier. Et puis, il faut que cet arrêté, quand il sera amendé, définisse le contingentement et les conditions d'application et définisse aussi le plan de gestion de la pénurie. Ça, je passe peut-être sur l'arrêté. Voilà. Maintenant, les recommandations, j'ai fait une slide par protagoniste, par intervenant. Par rapport aux autorités, il y a des améliorations sûrement, par rapport aux industriels, par rapport aux grossistes et par rapport aux officinaux. Par rapport aux autorités, il est très important aujourd'hui qu'on dispose d'une liste des médicaments essentiels nécessitant la gestion d'un stock de sécurité réglementé et qui sera communiqué aux établissements. Cette liste doit être mise à jour régulièrement et ce n'est pas forcément la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé, parce que, bien sûr, celle-là, ça sera le noyau dur sur lequel on va travailler, mais il y a des spécificités de notre pays qui peuvent faire que certaines molécules peuvent y être. Et puis, il y a un sujet qui s'appelle la révision de la hausse des prix publics de vente dans des délais raisonnables si les causes de l'arrêt sont d'ordre économique, parce que ça a été expliqué, il y a des produits à bas prix que les laboratoires arrêtent suite au dernier décret qui a vu la baisse de quelque chose comme 1600 médicaments, et un article prévoit la révision à la hausse aussi, il n'a jamais été appliqué qu'une ou deux fois sur une toute petite quantité versus le nombre de produits qui méritent cette augmentation. Et puis, il est important d'amender l'article par rapport aux fameuses tranches T3, T4. Aujourd'hui, les produits chers, vous ne les trouverez pas chez le pharmacien, à part quelques-uns qui négocient directement avec le laboratoire parce qu'ils sont proches de centres d'oncologie ou d'hématologie, et ni chez les grossistes, parce que là, non, laissez-moi juste finir et après vous allez poser toutes les questions. Et puis, vous avez aussi chez des produits chers qui ne sont pas présents chez certains grossistes parce qu'effectivement, la marge qui est prévue ne représente rien du tout versus la réalité du coût du stock. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut parler tout à l'heure. Au niveau des industriels, il faut, pour les produits fabriqués, approuver et toujours chercher des fournisseurs alternatifs des matières premières pour éviter le monopole. D'ailleurs, j'ai vu que nous avons reçu une note hier sur ce sujet-là, de Madame la directrice du médicament ici présente sur justement ce sujet d'avoir des fournisseurs alternatifs pour justement ne pas être piégé par le monopole qui fait que si votre fournisseur ne vous fournit plus, vous êtes en difficulté. C'est une coordination aussi entre les industriels et les distributeurs pour optimiser la gestion des ruptures et des pénuries pour l'intérêt des patients, c'est-à-dire quand on sait qu'on a une tension sur un produit ou une pénurie ou un risque de rupture, il faut qu'on travaille de façon transparente et pas de façon uniquement commerciale pour que peut-être je favorise le grossiste A versus le grossiste B parce que c'est un bon partenaire et que le grossiste à son titre, à son niveau, favorise plus le pharmacien A que le pharmacien B parce que c'est avec lui qu'il fait le meilleur chiffre d'affaires. Ça, c'est des choses dont on peut débattre aussi. Et si on revient justement même au code d'éthique et de déontologie du pharmacien de 1963, tout ça a été écrit noir sur blanc, que chaque acte pharmaceutique de vente ou commercial doit toujours tenir compte de l'intérêt du patient, mais pas de l'intérêt commercial d'aucune des parties.
Et puis, par rapport aux industriels, il faut que chaque laboratoire mette en place la procédure de contingentement et de gestion des ruptures pour justement que quand il vit cette situation, il puisse gérer de façon éthique et responsable. Au niveau des distributeurs, il me reste une autre slide sur les officines et j'aurai terminé. Il faut une adaptation des pratiques de distribution et des gestions des stocks pour répondre à des besoins urgents prioritaires. Une distribution équitable sans favoritisme ni clientélisme en cas de pénurie et une obligation de détenir des stocks de sécurité pour tous les médicaments essentiels. Aujourd'hui, l'arrêté est très mal fait. Il exige des grossistes de détenir 80% des références commercialisées. Mais il ne dit pas, le grossiste vous dira toujours « je n'ai pas ce produit », il rentre dans les 20% que la loi m'autorise à ne pas avoir. Alors qu'il doit détenir 100% du stock de sécurité des médicaments essentiels et 80% du reste. Mais on ne peut pas ne pas avoir un médicament essentiel parce qu'on a choisi par les 80% de répondre à la question. Et enfin, pour les pharmaciens d'officine, il faut gérer les ruptures quand elles arrivent de façon responsable et équitable, contingenter la délivrance des médicaments et identifier les patients prioritaires, et puis partager les médicaments en pénurie avec les autres pharmaciens confrères selon l'urgence et l'intérêt des patients. Si j'ai le stock chez moi de 3 ou 4 boîtes et je sais que mon confrère il a un malade qui est en difficulté, ben je peux le dépanner parce qu'on pense d'abord aux patients avant de récupérer un client et je crois que je peux vous remercier. Merci. Merci.